Chapitre 1, le navire des glaces. Dal Morrison avait passé 15 ans à naviguer sur les dangereuses routes maritimes de l'Arctique. Mais la banquise entourant le cargo Titan du Nord semblait différente cette fois-ci. Plus épaisse, plus impitoyable, comme si le monde lui-même s'était figé en prévision d'un événement terrible. À 42 ans, Dal était l'un des navigateurs les plus expérimentés de la flotte commerciale. Un homme dont les mains calleuses pouvaient lire la température de l'acier et dont les yeux pouvaient repérer les passages sur à travers les champs de glace qui piégeraient les équipages moins expérimentés pendant des mois. Le Titan du Nord transportait une cargaison de terres rares des mines de l'Arctique canadien jusqu'à Rotterdam, un voyage qui prendrait normalement 3 semaines. Ils étaient à bord depuis 2 semaines, le navire étant bloqué par des formations de glace inattendues apparues du jour au lendemain, lorsque Dal reçut l'appel qui allait tout changer. Dal avait été forgé dans la misère. Élevé dans les chantiers navals de Norfolk, en Virginie, il s'engagea dans la marine à 18 ans, effectuant 2 missions de guerre sous-marine avant de se tourner vers la marine commerciale. Son mariage avec Lisa Hartwell avait été une histoire d'amour éclair lors d'une permission à Baltimore, 12 ans plus tôt. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire, mince, belle et pleine de vie, avec ses cheveux auburn qui accrochaient le soleil comme du fil de cuivre. Leur fils Connor était arrivé 2 ans plus tard, et Dal avait cru avoir trouvé son ancrage dans la tempête de la vie. Mais les exigences de la navigation en Arctique obligeaient Dal à s'absenter pendant des mois, laissant Lisa élever Connor presque seul dans leur modeste maison de Portsmouth. Dal envoyait la majeure partie de ses importants revenus chez lui. Les navigateurs arctiques percevaient des salaires élevés et pensaient qu'il assurait la sécurité de sa famille. Ils n'avaient jamais soupçonné qu'il construisait quelque chose de complètement différent. Ressentiment, solitude et possibilité de trahison. Le communicateur satellite crépita juste après minuit. Fendant le vent arctique hurlant, le capitaine Rix, un Écossais grisonnant qui sillonnait les routes de glace depuis que Dal portait des couches, lui tendit l'appareil d'un air sombre. Appel d'urgence personnel. Morrison, allez dans la salle radio. Le cœur de Dal se serra. Les appels d'urgence en Arctique étaient généralement synonymes de mort. Il prit le communicateur d'une main qui était restée ferme malgré les attaques de torpilles et les tempêtes de catégorie 5, mais qui tremblait légèrement en pressant le récepteur contre son oreille. Chapitre 2. L'appel. Monsieur Morrison, ici Jenny Rodriguez, infirmière en chef à l'hôpital général de Portsmouth. Votre fils, Connor, est aux urgences. Les mots frappèrent Dal comme une vague scélérate. Grâce à la connexion satellite, il entendait le chaos familier des urgences. Les bips des moniteurs, les appels urgents, le grincement des roues des brancards. Mais au-delà de tout cela, il entendit quelque chose qui lui glaça le sang plus que la glace arctique qui l'entourait. La voix de son fils de 12 ans, faible, mais audible. Le nouveau petit ami de maman avait fait ça quand je lui avais dit de quitter la chambre de maman. La vision de Dal se troubla. Les mots de son fils se répétaient dans sa tête tandis que l'infirmière continuait à parler de blessures. Côte cassée, commotion cérébrale, grave contusion, mais Dal l'entendait à peine. Son fils, son Connor, battu par un homme qui dormait dans le lit de Dal, chez lui, avec sa femme. Monsieur Morrison, êtes-vous là? Dal se força à se concentrer. Est-il gravement blessé? Son état est stable, mais il vous réclame. Les blessures sont compatibles avec des violences physiques. Nous avons contacté les services de protection de l'enfance et une enquête policière est en cours. Où est ma femme? Un silence. Elle est là, monsieur. Dans la salle d'attente. Dal l'entendait dans la voix de l'infirmière. Jugement, pitié, peut-être dégoût. Lisa était là, mais leur fils réclamait son père, l'homme coincé dans la glace à 1000 km de là. Qui lui a fait ça? Je ne peux pas vous donner de détails par téléphone, monsieur, mais la police voudra vous parler. Quand pouvez-vous venir? Dal regarda par le hublot l'immensité blanche. Les yeux étaient rivés l'un sur l'autre, et malgré la coque renforcée et les puissants moteurs du navire, il ne se libérerait pas avant au moins 1 semaine. En temps normal, il serait impuissant, contraint d'attendre que son fils se rétablisse dans un lit d'hôpital, que sa femme soit assise dans une salle d'attente, qu'un inconnu qui avait battu son enfant soit libéré. Mais Dal Morrison n'était pas un homme normal, et ces circonstances n'étaient pas normales. Dites à Connor que j'arrive, dit Dal d'une voix d'un calme mortel. Dites-lui que papa rentre. Après avoir raccroché, Dal trouva le capitaine Hendricks sur la passerelle. Je dois quitter le navire. Rhys le regarda comme s'il lui avait suggéré de nager jusqu'au rivage.
Dal, nous sommes bloqués par la glace, et la piste d'atterrissage la plus proche est à 200 mètres au sud. Impossible. Il y a toujours un moyen. La voix de Dal portait un ton que Hendrix n'avait jamais entendu auparavant. Quelque chose rappela au capitaine que Dal Morrison avait autrefois traqué des sous-marins ennemis dans des eaux plus dangereuses que celle-ci. J'ai besoin de la balise de détresse et du matériel de survie. Tu vas mourir là-bas. Le sourire de Dal était plus froid que le vent hurlant dehors. Non, je ne le ferai pas. Mais quelqu'un d'autre, peut-être. Chapitre 3. Le voyage de retour. Ce que le capitaine Hendrix ignorait, et que très peu de gens savaient, c'est que Dal Morrison avait des relations qui dépassaient largement la navigation commerciale. Durant ses années dans la marine, il avait collaboré à un programme classifié de survie en Arctique, formant des équipes d'opérations spéciales pour des missions par temps froid. L'un de ses anciens coéquipiers, le sergent-major Roy Pettigrew, dirigeait désormais une entreprise militaire privée spécialisée dans les opérations en conditions extrêmes. Grâce au téléphone satellite du navire, Dal passa un appel impossible pour un civil. En moins de 6 heures, un hélicoptère de sauvetage spécialisé en Arctique apparut dans le crépuscule perpétuel, ses rotors fendant un air si froid qu'il pouvait briser l'acier. La pilote, une femme mince aux yeux bleus glaciers nommée Capitaine Torres, a à peine parlé en aidant Dal à charger son matériel. « Roy, dit-elle, il faut que tu ailles à Portsmouth, dit-elle alors qu'il décollait de l'héliport du navire. Il dit aussi de te dire que quoi que tu prévois, il n'en a pas entendu parler. Le vol a duré 18 heures, avec 2 escales pour ravitailler des bases militaires isolées qui n'existaient officiellement pas. Durant ces longues heures au-dessus du paysage arctique, Dal a eu le temps de réfléchir, de planifier et de laisser sa colère se cristalliser en quelque chose de plus dur et de plus concentré que la rage, une détermination. Lorsqu'ils ont atteint l'aérodrome militaire près de Norfolk, Dal avait passé plusieurs autres appels. Son beau-frère, Mike, inspecteur de la police de Portsmouth, l'avait renseigné. L'homme qui a battu Connor était Rick Donnelly, un contremaître de 35 ans avec un passé de bagarres de bar et de conflits conjugaux. Il sortait avec Lisa depuis 8 mois, ce qui signifiait que leur liaison avait débuté alors que Dal effectuait sa précédente expédition dans l'Arctique. Mais Mike lui avait donné plus que de simples informations. Il lui avait offert une opportunité. Rick a été prudent, avait déclaré Mike lors de leur appel crypté. Aucune plainte officielle jusqu'à présent, et Lisa ne parle pas, mais il paraît qu'il a affaire à des individus peu recommandables ces derniers temps. La construction est lente, et il accepte des petits boulots qui pourraient ne pas être tout à fait légaux. Dal sourit. Un homme qui a des secrets est un homme qui a des vulnérabilités, et Dal avait appris depuis longtemps à les exploiter. La dernière pièce de son plan, élaborée à la hâte, lui vint d'une source inattendue, le docteur Elizabeth Hawthorne, l'urgentiste qui soignait Connor. Lors d'une brève conversation téléphonique, elle avait mentionné quelque chose qui avait glacé le sang de Dal. « Votre fils a lui aussi de vieilles blessures, monsieur Morrison. Fracture guérie, bleu estompé. » Cela faisait un moment que cela durait, ce qui signifiait que Lisa couvrait Rick, protégeant l'homme qui maltraitait systématiquement leur enfant, tandis que Dal envoyait de l'argent à la maison et faisait confiance à sa femme pour assurer la sécurité de leur fils. Lorsque le transport militaire atterrit à l'aérodrome, Dal Morrison n'était plus l'homme qui était parti sur le Titan du Nord. Cet homme avait été un mari et un père. Cet homme était tout autre, une arme forgée dans la glace et la trahison, visant le cœur de tous ceux qui avaient blessé son fils. Le capitaine Torres lui tendit un sac de sport alors qu'il s'apprêtait à débarquer. « De Roy, dit-elle, il dit, tu sauras quoi en faire. » Dal souleva le sac, sentant le poids familier d'un équipement qu'il n'avait pas touché depuis des années. Roy Pettigrew avait toujours su anticiper les besoins. Tandis que Dal traversait le tarmac en direction de la voiture de location qui l'attendait, obtenue grâce à un autre appel, une autre faveur du passé, il sentit les dernières traces de son ancienne vie se dissiper comme la glace qui se détache d'un couloir. Derrière lui s'étendait l'Arctique gelé, le navire, la vie d'un homme qui avait trop fait confiance et trop peu observé. Devant lui se trouvait Portsmouth, son fils brisé, sa femme infidèle et Rick Donnelly. Dal Morrison rentrait à la maison, et il ramenait l'hiver avec lui. Chapitre 4, Retour à la maison. L'hôpital général de Portsmouth sentait le désinfectant et les rêves brisés lorsque Dal franchit les portes des urgences à 3h17 du matin. Il voyageait depuis près de 24 heures, mais l'adrénaline et la détermination le maintenaient en mouvement. L'infirmière de garde, reconnaissant son nom, le dirigea sans hésiter vers la chambre 314. Connor était réveillé lorsque Dal entra,
son petit visage tuméfié et décoloré, un bras dans le plâtre. Mais ses yeux, les yeux marron foncé de Dal, s'illuminèrent en voyant son père. « Papa, tu es venu. » Le cœur de Dal se brisa et se reconstruisit en l'espace de ces 3 mots. Il s'assit prudemment au bord du lit d'hôpital, conscient des blessures de son fils. « Bien sûr que je suis venu, mon pote. Je viendrai toujours te chercher. Maman disait que tu étais coincé dans la glace. Elle disait que tu ne pouvais pas rentrer. Ta mère avait tort sur beaucoup de choses. » Dal écarta une mèche de cheveux noirs du front de Connor, son contact doux malgré la rage qui le brûlait. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » L'histoire lui parvint par murmures hésitants. Rick Donnelly séjournait chez eux depuis des mois, dormant dans le lit de Dal, mangeant de la nourriture achetée avec son argent. Au début, il avait été gentil avec Connor, lui apportant des cadeaux et l'emmenant à des matchs de baseball. Mais avec le temps, Rick était devenu possessif, jaloux de toute attention que Lisa portait à son fils, en colère quand Connor demandait des nouvelles de son père ou quand Dal appelait à la maison. Les coups avaient commencé 3 jours plus tôt, lorsque Connor avait trouvé Rick fouillant dans le bureau de Dal, fouillant des papiers personnels et familiaux. Quand Connor lui avait demandé ce qu'il faisait, Rick lui avait répondu de se mêler de ses affaires. Quand Connor avait dit qu'il allait tout dire à sa mère, Rick avait perdu le contrôle. Il a dit que j'étais une petite balance. Connor a murmuré. Il a dit que si je disais à qui que ce soit ce qu'il faisait dans ton bureau, il s'assurerait que tu ne reviennes plus jamais. Mais quand il m'a frappé la première fois, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai crié. Maman est arrivée en courant et je lui ai raconté ce qu'il faisait. Que faisait-il dans mon bureau? La voix de Connor est devenue encore plus basse. Il fouillait tes dossiers. Ceux de maman aussi. Et il avait un appareil photo. Papa, il prenait des photos. Dal a serré la mâchoire. Rick n'était pas seulement un ivrogne violent. Il cherchait quelque chose, il documentait quelque chose, ce qui signifiait que ce n'était pas un hasard. C'était planifié. Un léger coup à la porte les a interrompus. L'inspecteur Mike Brennan, le beau-frère de Dal, se tenait dans l'embrasure de la porte. Mike était un vétéran de la police de Portsmouth depuis 20 ans, un Irlando-américain trapu aux cheveux grisonnants prématurément et aux yeux qui en avaient trop vu. Dal, content que tu sois revenu. Ils entrèrent dans le couloir, laissant Connor avec une infirmière pédiatrique qui s'était portée volontaire pour s'asseoir avec lui. « Où est Lisa ?» demanda Dal. « Elle est rentrée il y a 1 heure, elle a dit qu'elle avait besoin de prendre des affaires. » L'expression de Mike était soigneusement neutre, mais Dal saisit le sous-entendu. Eric a été libéré sous caution ce matin. Accusé d'agression, mais son avocat a fait un tour de magie. Il loge dans un motel d'Effingham Street. Le présentateur est dans la chambre 237. Dal mémorisa l'adresse. Quoi d'autre? Mike jeta un coup d'œil autour de lui, puis baissa la voix. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Rick a posé des questions sur toi en ville. Ton programme d'expédition, tes finances, tes heures de présence et tes absences. Et ce n'est pas le plus étrange. Quoi? Il y a 3 semaines, Rick s'est renseigné pour engager un détective privé. Plus précisément, il voulait que quelqu'un examine les polices d'assurance maritime et le sort des indemnités d'expédition lorsqu'un membre d'équipage décède à l'étranger. Les pièces du puzzle se sont mises en place dans l'esprit de Dal comme des serrures. Rick ne couchait pas seulement avec sa femme. Il préparait quelque chose de plus grave. Quelque chose qui obligerait Dal à disparaître définitivement. Tu crois qu'il projette de me tuer? Je pense qu'il a planifié quelque chose. Et ta femme l'a aidé. Mike lui tendit une enveloppe Kraft. Voici des copies de documents trouvés dans l'appartement de Rick lors de la perquisition. Je ne devrais probablement pas te les montrer, mais Dal ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de sa police d'assurance vie, de ses contrats de transport et, plus accablant encore, une lettre manuscrite, rédigée par Lisa, détaillant son emploi du temps, ses itinéraires et le fait que les accidents maritimes en Arctique étaient souvent impossibles à enquêter. Depuis combien de temps? Demanda Dal. À deviner. Il travaille là-dessus depuis au moins 6 mois, peut-être plus. Dal fixa les documents, sentant une vague de froid et de désespoir s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas juste une liaison. Ce n'était pas seulement des abus envers son fils. C'était une tentative de meurtre. Son meurtre avec sa femme comme complice. Mike, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi.
Ça dépend de quoi il s'agit. J'ai besoin que tu oublies cette conversation. J'ai besoin que tu oublies que tu m'as vu ce soir. Et j'ai besoin que tu t'assures que Connor est sain et sauf. Mike observa son visage. Dal, quoi que tu penses, je ne pense à rien. Je suis juste un père inquiet rendant visite à son fils blessé. La voix de Dal était parfaitement calme, mais Mike le connaissait depuis assez longtemps pour reconnaître le danger qui se cachait sous la surface. Certaines choses sont irréversibles, Dal. Certaines choses ne se pardonnent pas. Alors que Dal retournait vers la chambre de Connor, son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi à la marina. Cal 47. Viens seul. Rick Donnelly voulait parler. Quelle gentillesse de sa part d'épargner à Dal la peine de le traquer. Chapitre 5. Le piège. La cale 47 de la marina de Portsmouth abritait un bateau de croisière de 11 mètres nommé Second Chance. Ironique, sachant que Rick Donnelly était sur le point de perdre sa première et unique chance de s'en sortir vivant. Dal arriva à la marina juste après l'aube, son souffle perçant dans l'air froid du matin. Le sac marin que Roy lui avait donné était rangé dans sa voiture de location, mais Dal portait quelque chose de plus subtil, un couteau en céramique qui ne déclencherait pas les détecteurs de métaux et un petit appareil qui enregistrerait leur conversation. Rick attendait sur le pont du bateau, fumant une cigarette, les mains légèrement tremblantes. Il était plus grand que Dal ne l'avait imaginé, 1,88 mètres, large d'épaule, le genre de carrure que l'on obtient à force de manier le marteau, et qui intimidait ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Son visage portait les marques d'une vie difficile récente. Les yeux injectés de sang, un teint qui trahissait un excès d'alcool et un manque de sommeil. « Tu es vraiment venu » dit Rick en jetant sa cigarette dans l'eau. Lisa dit, « Tu as été trop lâche pour m'affronter. » Dal monta à bord sans y être invité. Ses gestes étaient décontractés mais déterminés. Lisa dit beaucoup de choses, la plupart sont des mensonges. Elle m'a parlé de toi, Morrison, le grand héros maritime, qui envoyait de l'argent à la maison pendant que sa femme se sentait seule et que son enfant la gênait. Le sourire de Rick était laid. Elle m'a aussi parlé de ses polices d'assurance. Un joli pécule pour une veuve. C'est ça, l'histoire? L'argent. L'argent, ça fait partie du jeu, mais c'est surtout Lisa et moi, on en a assez d'attendre que tu disparaisses. Rick sortit un pistolet de sa veste. Un 38 bon marché qui avait connu des jours meilleurs. Voyez-vous, on pensait que la nature réglerait notre problème. La navigation en Arctique est un métier dangereux. Les accidents arrivent. Mais quand on a appris que tu rentrais, tu as décidé de t'en occuper personnellement. J'ai décidé de te laisser le choix. Pars, Morrison. Disparais. Demande le divorce. Donne tout à Lisa et disparais. Fais ça et peut-être ton enfant. N'a plus d'accident. Le sourire de Dal était glacial. Tu as fait une erreur, Rick. Quelle erreur? Tu as blessé mon fils. L'attaque a été si rapide que Rick ne l'a pas vu venir. La main de Dal se referma sur le pistolet, tordant le poignet de Rick jusqu'à ce que ses os se fissurent. L'arme tomba sur le pont tandis que Rick hurlait et trébuchait en arrière. Dal le suivit, son couteau en céramique apparaissant dans son autre main comme par magie. Tu as fait 2 erreurs, en fait. Dal continua la conversation tandis que Rick serrait son poignet cassé. La première était de penser que j'allais m'enfuir. La seconde était de me retrouver dans un endroit isolé où personne ne t'entendrait crier. Tu es fou. Tu ne peux pas. Le couteau traça une ligne sur la joue de Rick, assez profonde pour laisser une cicatrice, mais pas mortelle. Pourtant, j'ai tué des hommes dans des endroits plus proches, Rick. Les sous-marins n'offrent pas beaucoup de marge d'erreur. La voix de Dal resta parfaitement calme. Mais je ne vais pas te tuer. Pas encore. Que veux-tu? Des informations. Depuis combien de temps Lisa et toi planifiez-vous cela? Je sais de quoi tu parles. Le couteau a de nouveau bougé. Cette fois, il a traversé l'autre joue de Rick. Rick a hurlé. 8 mois. Il a halté. C'était son idée, mec. Elle a dit que tu avais une grosse assurance vie. Elle a dit qu'on pourrait être ensemble s'il t'arrivait quelque chose pendant l'un de tes voyages. Quel était le plan? Elle allait appeler ta compagnie, signaler ta disparition pendant la tempête de verglas. Imaginez que tu sois allé vérifier quelque chose et que tu ne sois jamais revenu.
Les accidents maritimes arrivent tout le temps dans l'Arctique. On ne retrouverait jamais de corps. Dal hocha lentement la tête. C'était un bon plan, en fait. Élégant dans sa simplicité. Dans le chaos d'une tempête arctique, des membres d'équipage avaient déjà été perdus. Leurs corps ne se sont jamais remis de la glace et de l'obscurité. Mais je suis rentré tôt à la maison. Elle m'a appelé, paniqué. Elle m'a dit que tu étais sur le chemin du retour. Qu'il nous fallait un nouveau plan. Rick sanglotait maintenant, le sang et les larmes se mêlant à son visage. Je lui ai dit qu'on s'en occuperait à ton arrivée. Faire passer ça pour un accident ou un vol. Mais ensuite, ton fils Connor t'a vu fouiller dans mes dossiers. J'étais censé être à l'école. Je cherchais juste des informations sur ton assurance. Peut-être des numéros de compte bancaire. Le petit morveux est rentré malade et m'a attrapé. La main de Dal s'est crispée sur le manche du couteau. Alors, tu as frappé un garçon de 12 ans pour garder ton secret. Je ne voulais pas lui faire trop de mal, mais il a dit qu'il allait tout dire. Et le couteau a bougé une fois de plus. Cette fois, il a traversé la gorge de Rick. Pas assez profond pour le tuer, mais assez profond pour que le sang coule sur sa chemise et que la terreur lui inonde les yeux. Voilà ce qui va se passer, Rick. Tu vas disparaître. Ce soir, tu vas vider tes comptes en banque, monter dans ton camion et conduire jusqu'à un endroit où je ne te retrouverai jamais. Et si jamais je te revois, si jamais tu recontactes Lisa, si jamais tu penses à ma famille, je te traquerai et finirai ce que nous avons commencé ici. Tu ne peux pas. Je peux faire ce que je veux. La voix de Dal se réduisit à un murmure, car personne ne sait que je suis là. Le procès-verbal officiel indique que je suis toujours coincé sur un cargo dans l'Arctique. Et si tu disparais ce soir, qui va relier ton départ à un homme censé être à 1000 mètres? Rick hocha la tête frénétiquement, le sang imbibant sa chemise. Bien. Maintenant, descends de ce bateau et quitte ma ville. Alors que Rick s'éloignait en titubant, serrant ses blessures, Dal sortit son téléphone et passa un appel. Roi, c'est Dal. J'ai besoin de cette autre faveur dont nous avons parlé. Chapitre 6. Le coup monté. Lisa Morrison arpentait le salon de leur modeste maison à 2 étages de Maple Street lorsque Dal franchit la porte d'entrée à midi. Elle se retourna au bruit de la clé dans la serrure, son visage oscillant entre la surprise, la culpabilité et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Dal, comment as-tu fait? Le navire était pris dans les glaces. Hélicoptère de secours. Dal ferma la porte derrière lui et posa son sac de sport, s'imprégnant de la scène. Sa maison semblait différente, contaminée par la présence d'un autre homme. L'eau de Cologne de Rick flottait encore dans l'air, et Dal pouvait voir des objets inconnus éparpillés un peu partout. Une veste en cuir sur la chaise qui n'était pas la sienne, des bottes de travail près de la porte, trop grandes pour être celles de Connor. Lisa avait changé aussi. Ses cheveux au beurre n'étaient plus courts, coiffés différemment. Elle avait maigri et se maquillait, même en plein milieu de la journée. On aurait dit une femme cherchant à impressionner quelqu'un, et ce quelqu'un n'était pas son mari. « Comment va Connor ?» demanda Dal. « Il va mieux. Les médecins disent qu'il peut rentrer demain. » Lisa tourna son alliance, une habitude nerveuse dont Dal se souvenait de leurs premières années ensemble. « Dal, qu'est-ce qui s'est passé? À propos de Rick qui battait notre fils ?» Elle tressaillit. Ce n'était pas ça. Il était ivre et Connor était difficile. Notre fils de 12 ans était difficile. Alors, ton petit ami l'a envoyé à l'hôpital. Ce n'est pas mon petit ami. Le mensonge est venu trop vite, aussi. C'est juste un ami qui a aidé à la maison pendant ton absence. Dal s'est enfoncé plus profondément dans la pièce et Lisa a inconsciemment reculé. Une amie qui dort dans notre lit. Je ne sais pas ce que Connor t'a dit, mais il m'en a assez dit. La voix de Dal est restée calme, mais son regard était glacial. Il m'a parlé de Rick qui fouillait dans mon bureau. De la caméra, des menaces. Le visage de Lisa est devenu pâle. Dal, tu dois comprendre. Je comprends parfaitement. Dal a sorti son téléphone et a passé un enregistrement. La voix de Rick, effrayée et en sang, avouant leur plan. Le visage de Lisa est devenu blanc en entendant la voix de son amant décrire leur complot pour assassiner son mari. Ce n'est pas. Il ment. Il essaie. À quoi? Te faire accuser de complot en vue de commettre un meurtre.
Dal a coupé l'enregistrement. Parce que c'est exactement ce que c'est. Lisa, toi et Rick aviez prévu de me faire tuer pour toucher mon assurance vie. Non, ce n'était pas comme ça. Alors, c'était comment? Lisa s'est affalée sur le canapé, le visage dans les mains. Quand elle a relevé les yeux, des larmes coulaient sur ses joues, mais Dal ne ressentait rien. Aucune sympathie, aucune pitié, aucune trace de l'amour qu'il avait autrefois ressenti pour cette femme. J'étais seul, Dal. Tu étais absente pendant des mois, et j'avais l'impression d'élever Connor seul. Rick me faisait me sentir spécial, désiré. Elle s'essuya les yeux en étalant du mascara. L'histoire de l'assurance, c'était juste du fantasme. On n'avait jamais vraiment prévu de te faire du mal. Tu lui as donné mon planning d'expédition. Tu as noté mes itinéraires, mes contrats, tout ce dont il aurait besoin pour organiser un accident. J'étais juste, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Dal a sorti une chemise en papier craft et l'a posée sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient des photocopies des documents ont été trouvés dans l'appartement de Rick, notamment les notes manuscrites de Lisa concernant les polices d'assurance vie de Dal et son analyse détaillée du montant qu'elle recevrait s'il mourait à l'étranger. C'est bien ton écriture, Lisa. Elle fixa les papiers, le visage décomposé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que ai-je fait? Tu as comploté pour assassiner ton mari et mis notre fils en danger. La voix de Dal était clinique, détachée. La question est maintenant, que va-t-il se passer ensuite? Que veux-tu dire? Dal s'assit en face d'elle, la posture détendue, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage. Rick est parti. Il a quitté la ville ce matin. Il ne reviendra pas. Parti? Que lui as-tu fait? Je lui ai donné le choix. Partir ou en subir les conséquences. Il a choisi de partir. Tu ne peux pas menacer les gens comme ça. J'appellerai la police et je leur dirai quoi? Que ton complice dans un complot de meurtre a disparu. Dal sourit froidement. Je ne pense pas que tu veuilles impliquer la police là-dedans, Lisa. Elle le fixa du regard, commençant enfin à comprendre la profondeur de son situation. Que veux-tu? Je veux divorcer. Je veux la garde exclusive de Connor et je veux que tu disparaisses de nos vies. Tu ne peux pas me prendre Connor. C'est aussi mon fils, n'est-ce pas? Parce que quand ton petit ami le battait, tu ne l'as pas protégé. Quand il criait à l'aide, tu as choisi Rick plutôt que Connor. Quand notre fils était allongé dans un lit d'hôpital et demandait son père, tu étais là à réfléchir à la façon de dépenser l'argent de mon assurance vie. Le visage de Lisa se tordit de désespoir. J'aime Connor. J'ai fait des erreurs, mais j'aime mon fils. Tu t'aimes plus que tout. Dal se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure. Et Connor mérite mieux qu'une mère qui choisirait un criminel violent plutôt que la sécurité de son propre enfant. Je ne renoncerai pas à mes droits. Je te combattrai au tribunal. Avec quoi? Les preuves que j'ai pourraient te mettre en prison pour complot en vue de commettre un meurtre, mise en danger d'enfant, complicité d'agression. Le sourire de Dal était prédateur. À ton avis, quel degré de sympathie un jury aura-t-il pour une femme qui elle a aidé à planifier la mort de son mari pendant que son petit ami battait sa fille? Tu bluffes. Et c'est moi. Le silence s'est étiré entre eux, chargé du poids d'un mariage qui s'effondre et d'une famille détruite. Finalement, Lisa a parlé, sa voix à peine murmurée. Quel genre de divorce? Tu n'auras rien. La maison est à mon nom. Achetée avec mon argent. Connor reste avec moi. Tu renonces à tous tes droits parentaux. Je ne peux pas survivre sans rien. Ce n'est plus mon problème. Dal se leva, la surplombant. Tu as fait ton choix, Lisa. Tu as choisi Rick plutôt que Connor. Tu as choisi l'argent plutôt que la loyauté. Tu as choisi la trahison plutôt que l'amour. Maintenant, vis avec les conséquences. Et si je refuse? Dal sortit son téléphone et lui montra une vidéo. Sur l'écran, le visage ensanglanté de Rick remplissait le cadre tandis qu'il avouait leur complot de meurtre, désignant Lisa comme la cerveau. Ensuite, tout cela sera transmis à la police avec toutes les preuves documentaires. Tu passeras les 20 prochaines années en prison, et Connor saura exactement quel genre de mère tu es vraiment. Lisa fixait le téléphone, son visage marqué par la défaite et une haine grandissante. Espèce de salaud. Tu ne peux pas détruire ma vie comme ça. Je ne vais pas détruire la tienne,
Lisa. J'en sauve ce qu'il en reste. Dal empocha le téléphone. Signez les papiers. Disparais et je m'assurerai que Connor croit que tu es parti parce que tu n'as pas supporté d'être mère. Refusez et il saura la vérité, sa mère a tenté de faire assassiner son père. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as jusqu'à demain matin. Connor rentre de l'hôpital à midi. Je veux que tu partes avant. Alors que Dal se dirigeait vers l'escalier, Lisa l'appela d'une voix pleine de venin. Tu crois avoir gagné? Tu crois que c'est fini? Dal s'arrêta sur la dernière marche, regardant la femme qui avait été son épouse, sa compagne, la mère de son enfant. Maintenant, elle n'était plus qu'une ennemie à neutraliser. C'est fini, Lisa. Tu ne l'as juste pas encore accepté. Chapitre 7. Le jugement dernier. Le lendemain matin, Dal trouva les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine, signés mais déchirés en deux. L'alliance de Lisa se trouvait à côté, ainsi qu'un mot écrit de son écriture familière. Ce n'est pas fini. Tu paieras pour ce que tu as fait. Elle était partie, ses placards vidés, ses effets personnels disparus. Mais son départ ressemblait moins à une reddition qu'à une retraite tactique. Dal s'y attendait. Lisa avait toujours été têtue, et les animaux acculés étaient souvent les plus dangereux. Son téléphone sonna alors qu'il préparait du café. La voix de Roi Pettigrew était calme mais pressante. Dal, nous avons un problème. Ta femme a passé des appels hier soir. Elle a contacté des personnes susceptibles de te causer des ennuis. Quoi? Ce genre de personne? Le genre de personne avec qui Rick était en relation. Il s'avère que votre ami était plus endetté que vous ne le pensiez. Il devait de l'argent à des individus très impitoyables. Dal serra les dents. À quel point? Assez pour qu'il soit intéressé par une collecte auprès de ses associés. Elisa venait de s'associer en proposant de payer les dettes de Rick en échange d'une faveur. Quel genre de faveur? Celle qui consiste à s'assurer d'avoir un accident avant que le divorce ne soit prononcé. Dan n'était pas surpris. Lisa avait toujours été débrouillarde lorsqu'elle était coincée. Mais elle avait commis une erreur critique. Elle avait impliqué des criminels qui ne comprenaient pas le genre d'homme à qui ils avaient affaire. Où était le quartier industriel? Il y a un entrepôt abandonné sur Pier Road où Rick avait l'habitude de rencontrer ses contacts. Lisa est censée livrer l'argent ce soir à minuit. Combien? 50 000. Elle a vidé votre compte d'épargne commun ce matin. Dal sourit froidement. Il se demandait quand Lisa passerait à l'action. Roi, j'ai déjà fini. L'entrepôt est surveillé. Les hommes que Lisa a engagés sont suivis. Et j'ai une équipe prête à intervenir au cas où les choses tourneraient mal. Je travaille seul. Pas ce soir. Pas toi. Ce ne sont pas des ouvriers du bâtiment ivre, Dal. Ce sont des criminels professionnels qui n'ont rien à perdre. Dal réfléchit à la question. Roy avait raison. La situation avait dégénéré au-delà d'une simple dispute conjugale. Lisa avait impliqué de véritables tueurs dans l'équation, ce qui signifiait que Connor était potentiellement en danger même après son départ. Quel est le plan? Simple. On laisse Lisa venir au rendez-vous, on la laisse payer, puis on s'assure que ces messieurs comprennent que leurs services ne sont plus nécessaires. Et Lisa, ça dépend de ce qu'elle fera ce soir. Dal raccrocha et se rendit à l'hôpital chercher Connor. Son fils avait meilleure mine. L'édème avait diminué et ses yeux brillaient. Mais Dal voyait la peur persistante. La façon dont Connor tressaillait à l'approche d'inconnus. La précaution avec laquelle il se déplaçait pour protéger ses côtes blessées. Où est maman? Demanda Connor tandis que Dal l'aidait à monter dans la voiture. Elle devait s'absenter un moment. À cause de ce que Rick a fait? Dal croisa le regard de son fils dans le rétroviseur. À cause des choix qu'elle a faits. Les adultes font parfois de mauvais choix, Connor. Et ces choix ont des conséquences. Est-ce qu'elle va revenir? Non, mon pote. Elle ne reviendra pas, Connor resta silencieux un long moment. Puis, tant mieux. Je ne veux plus la voir. La simple honnêteté de la chose frappa Dal plus fort qu'il ne l'avait prévu. Son fils de 12 ans avait déjà oublié sa mère, avait déjà compris que certaines trahisons étaient trop profondes pour être pardonnées. Ils passèrent l'après-midi à aménager la chambre de Connor, apportant une télévision, remplissant le mini-frigo de ses encas préférés, s'assurant que tout ce dont il avait besoin était à portée de main.
Dal s'arrangea pour que Madame Patterson, leur voisine âgée, reste chez Connor ce soir-là. Je dois sortir quelques heures ce soir, dit Dal à son fils tandis qu'ils partageaient une pizza pour le dîner. Madame Patterson sera là, et je reviendrai avant de vous réveiller. Tu vas voir maman, n'est-ce pas? Oui. Tu vas lui faire du mal? Dal a étudié le visage de son fils, voyant une maturité là-bas qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait posséder. Je vais m'assurer qu'elle ne nous fait plus mal. Connor hocha la tête solennellement. D'accord, papa. À 11h30 ce soir-là, Dal a garé sa voiture de location à 3 pâtés de maison du quartier des entrepôts et a traversé l'ombre vers Pier Road. La zone a été abandonnée, remplie de bâtiments vides et d'équipements rouillés du passé industriel de Portsmouth. Parfait pour les réunions clandestines et parfait pour faire disparaître les gens. L'entrepôt était assis au bout d'une rue sans issue, ses fenêtres sont montées et sa chaîne de quai de chargement fermée. Mais Dal pouvait voir des lumières à l'intérieur, mouvement dans l'ombre. Lisa était tôt où ses tueurs embauchés étaient prudents. L'écouteur de Dal craquela avec la voix de Roy. Everwatch en position. Comptez 3 véhicules. La Honda de Lisa et 2 autres. Estimez 6 à 8 hostiles à l'intérieur. Compris. Dal s'est rapproché en utilisant l'équipement abandonné comme couverture. À travers une fenêtre cassée, il pouvait voir Lisa se tenir debout au centre du sol de l'entrepôt, un sac de bouchons à ses pieds. Elle était entourée de 4 hommes. Pas les criminels professionnels que Roy s'attendait, mais des voyous au niveau de la rue qui semblaient être plus à l'aise de voler des dépanneurs que d'exécuter des parcelles de meurtres complexes. Leur chef était un homme mince avec des tatouages de cou et le genre de look Holloway qui provenait de trop de méthamphétamine. Il comptait de l'argent dans le sac de Lisa pendant que ses compagnons regardaient les portes. « Viens faire affaire avec vous, Lady, dit le chef, sa voix portant clairement dans l'espace vide. Votre mari va avoir un véritable accident malheureux. Faites ressembler à un vol qui a mal tourné. Assurez-vous simplement que Connor n'est pas là lorsque cela se produit, a répondu Lisa. Je ne veux pas que mon fils le voie. Lady, nous ne sommes pas des monstres. Qu'il ne verra rien. La colère de Dal s'est cristallisée en quelque chose de froid et de concentration. Lisa était prête à le faire à sa santé, mais elle a tracé la ligne à traumatiser Connor. Comme elle est réfléchie. Le chef a fait un geste vers ses hommes. Tommy, toi et Jake prennent le devant. Rico et moi le frapperons par derrière quand il rentrera demain soir. Il prévoyait de le tendre une embuscade dans sa propre maison avec Connor à l'intérieur. Cela a tout changé. Dal a parlé dans son microphone. Roi, il prévoit de frapper chez moi. Prenez-les maintenant. Négatif. Trop de civils dans la ligne de feu. Nous devons les séparer. Mais Dal bougeait déjà. Il avait entendu assez et Connor Safety avait tout emprisonné. Il a tiré le couteau en céramique de sa veste et a traversé la fenêtre cassée dans l'entrepôt. Messieurs, dit-il, sa voix faisant écho dans l'espace vide. Je crois que tu me cherchais. Chapitre 8, la résolution. L'entrepôt a éclaté dans le chaos alors que 4 trafiquants de drogue se tournaient vers la voie de Dal, les mains atteignant des armes. Mais Dal avait passé des années à se déplacer dans des couloirs sous-marins exigus dans des situations de combat. Et ces voyous de rue n'avaient jamais rien fait face à lui. Le premier homme, Tommy, a réussi à éliminer son pistolet de sa ceinture avant que le couteau de Dal ne retrouve sa gorge. Le second, Jake, a quitté un tir qui brisait le béton avant que Dal ne se brisait le bras et ne le soulaguait de son arme. Le leader et Rico étaient plus intelligents, utilisant Lisa comme bouclier humain pendant qu'ils essayaient de manœuvrer pour des coups propres. Mais ils avaient fait une erreur fatale dans le positionnement. Ils ont mis Lisa entre eux et leur seule sortie. « Reste !» cria le chef, appuyant son arme au temple de Lisa. « Je vais la tuer. »« Allez-y, » dit calmement Dal, avançant lentement avec le pistolet de Jake à la main. « Sauve-moi les ennuis !» Les yeux de Lisa s'écarquillèrent avec un choc et une terreur. Elle s'attendait à ce que Dal négocie pour essayer de lui sauver la vie. Elle n'avait jamais imaginé que son mari, l'homme avec qui elle vivait pendant 12 ans, serait disposé à la laisser mourir. « Tu bluffes » a déclaré Rico, mais sa voix manquait de conviction. « Demandez à vos amis si je bluffe. » Dal a fait un geste vers Tommy et Jake, l'un mort et l'autre inconscient et saignant. L'affrontement a duré 30 secondes avant que la voix de Roi Pettigrew ne résonne à travers l'entrepôt. « Déposez vos armes. Vous êtes entourés. »
Red Laser Dot est apparu sur les murs autour du leader et de Rico alors que l'équipe de Royi se déplaçait en position. Les tireurs d'élite professionnels contre les criminels amateurs n'ont pas été concours. Les deux hommes ont laissé tomber leurs armes et ont levé les mains. Alors que les hommes de Royi garantissaient la scène, Dal s'approchait de Lisa. Son visage était pâle de choc. Le mascara a attaché ses joues, ses cheveux soigneusement coiffés de la lutte. « Tu es venu, murmura-t-elle. Je pensais que quand tu as dit que tu les laisserais me tuer. Je suis venu pour eux, pas pour toi. » La voix de Dal était vide de chaleur. « Ils ont menacé mon fils. C'est la seule raison pour laquelle vous respirez encore. Dal, s'il vous plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons encore. Il n'y a pas de nous, Lisa. Il n'y en a jamais eu. Vous avez prouvé que lorsque vous avez choisi un criminel violent sur notre fils. Lorsque vous avez comploté mon meurtre. Lorsque vous avez embauché des tueurs pour éliminer le père de votre enfant. » Lisa attrapa son bras. Désespoir, ce qui rend sa voix étouffée. J'étais désespéré. Vous ne comprenez pas ce que c'était que d'être seule tout le temps, se sentant comme une mère célibataire. Des millions de femmes militaires et maritimes gèrent la séparation sans comploter le meurtre. Je t'aime. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Dal baissa les yeux sur sa main sur son bras, puis dans ses yeux. Non, tu ne le fais pas. Tu aimes ce que j'ai représenté. Sécurité, argent, respectabilité. Vous ne m'avez jamais aimé et vous n'avez certainement jamais assez aimé Connor pour le protéger. Roy s'est approché, ces hommes ayant obtenu la scène. 2 trafiquants de drogue étaient morts, 2 en détention et une quantité importante de preuves ont été récupérées, notamment des conversations enregistrées et des dossiers financiers qui rattraperaient les survivants pendant des décennies. Et elle ? Demanda Roy, hochant la tête vers Lisa. Compassie de commettre un meurtre, accessoire à la tentative de meurtre, une mise en danger des enfants. La voix de Dal était clinique. Elle servira le temps. Non. Lisa s'éloigna de Dal, son visage se tordant de rage. Je n'irai pas en prison. Je ne vous laisserai pas détruire ma vie. Elle se précipita pour l'une des armes jetées, mais Dal l'a attrapée au poignet avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Pendant un moment, ils se tenaient gelés. Mari et femme, destructeurs et détruits, enfermés dans un dernier moment de vérité. Vous avez détruit votre propre vie, Lisa. Vous avez choisi la trahison pour la loyauté, avez choisi de l'argent plutôt que l'amour, choisi un criminel plutôt que votre propre fils. La prise de Dal se resserra sur son poignet. Et maintenant, vous vivrez avec les conséquences. Je vais dire à tout le monde quel genre d'homme vous êtes vraiment. Je vais leur dire comment tu as menacé Rick, comment tu as tué ces hommes ce soir. Dites-leur que le sourire de Dal était un froid hivernal. Parlez-leur du père qui a traversé l'Arctique pour sauver son fils. Parlez-leur du mari qui a arrêté un complot de meurtre. Parlez-leur de l'homme qui a protégé sa famille des criminels. Connor vous détestera pour cela quand il sera plus âgé, quand il comprendra. Connor comprend déjà. Il comprend que sa mère a laissé son petit ami le battre. Il comprend qu'elle a choisi un criminel sur son propre enfant. Il comprend que certaines trahisons sont impardonnables. Alors que les hommes de Royi conduisaient Lisa à menotter, elle a reculé une dernière fois. Ce n'est pas fini, Dal. Je trouverai un moyen de vous faire payer. C'est fini, dit doucement Dal. Tu es juste trop brisé pour le voir. Chapitre 9. Nouveau début. 6 mois plus tard, Dal se tenait dans la cuisine de leur maison sur Maple Street, emballant les déjeuners pour Connors le premier jour de sa nouvelle école. Ils ont décidé de prendre un nouveau départ dans une ville différente, Norfolk, où la compagnie maritime de Dal avait son siège social et où Connor pouvait fréquenter une école privée avec d'excellents services de conseil. Les blessures physiques de Connors avaient complètement guéri, mais les cicatrices émotionnelles prendraient plus de temps. Il voyait un thérapeute 2 fois par semaine, une gentille femme nommée le docteur Sarah Williams, spécialisée dans le traumatisme de l'enfance. Lentement, soigneusement, Connor apprenait à faire confiance à nouveau, à se sentir à nouveau en sécurité. La procédure judiciaire avait été rapide et décisive. Lisa a plaidé coupable à des accusations de complot et a été condamnée à 15 ans. Rick Donnelly n'avait jamais été retrouvé. Officiellement, il avait simplement disparu. Un autre drifter qui s'était déplacé vers des parties inconnues.
Les trafiquants de drogue survivants avaient été condamnés à de longues peines de prison pour tentative de meurtre. La compagnie maritime de Dal avait compris son congé prolongé et sa réputation dans la communauté maritime est restée intacte. En fait, sa volonté de tout risquer pour sauver son fils lui avait valu un certain respect parmi ses pairs. On lui avait offert une promotion au coordinateur de la flotte, un poste qui le garderait à terre afin qu'il puisse être présent pour l'adolescence de Connor. « Papa », Connor est apparu dans la porte de la cuisine, le sac à dos bouscula sur son épaule. À 13 ans maintenant, il était plus grand, plus sérieux, mais les ombres avaient commencé à s'estomper de ses yeux. « Prêt pour la nouvelle école, je suppose. Vous êtes sûr de l'histoire ?» Ils avaient convenu d'une couverture pour les nouveaux camarades de classe de Connor. Ses parents avaient divorcé, sa mère s'était éloignée et il recommençait avec son père. Simple, vrai, et il a évité les détails les plus traumatisants. N'oubliez pas que vous ne devez personne à personne sur votre famille. Si quelqu'un pose trop de questions, référez-les à moi. Et si quelqu'un découvre maman, ce qui s'est réellement passé? Dal s'agenouilla pour rencontrer les yeux de son fils. Ensuite, nous leur disons la vérité. Que votre mère a fait de mauvais choix, que parfois les gens que nous aimons nous déçoivent et que les familles ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Elle vous manque? C'était une question posée par Connor périodiquement, généralement quand il se sentait en conflit à propos de son propre manque de chagrin sur l'absence de sa mère. Je m'ennuie de qui je pensais qu'elle était, a répondu Dal honnêtement. Mais la femme que je pensais épouser n'a jamais vraiment existé. La vraie Lisa, celle qui pourrait tracer le meurtre et mettre en danger son propre enfant. Elle ne me manque pas du tout. Elle ne me manque pas non plus. Est-ce que c'est mal? Non, fils. C'est la survie. Ils se sont rendus à la nouvelle école de Connor dans un silence confortable, la radio jouant doucement en arrière-plan. Dal s'est garé dans la route circulaire et a regardé d'autres parents déposer leurs enfants. Les familles normales proviennent de leur routine normale, intacte par la trahison et la violence. Tu sais, je viendrai toujours pour toi, non? Dit Dal alors que Connor se préparait à sortir. Peu importe où je suis, peu importe ce qui se passe, si vous avez besoin de moi, je trouverai un moyen de vous arriver. Je sais, papa. Comme quand tu es rentré de la glace. Exactement comme ça. Connor l'a serré dans ses bras, quelque chose qui avait mis des mois à reconstruire après le traumatisme et s'est dirigé vers le bâtiment de l'école. Dal a regardé jusqu'à ce que son fils disparaisse à travers les portes d'entrée, puis sortit son téléphone pour vérifier ses messages. Il y avait une nouvelle messagerie vocale d'un numéro inconnu. Dal l'a presque supprimé sans écouter, mais quelque chose l'a fait appuyer sur le jeu. La voix de Lisa a rempli la voiture, plus âgée et plus dure qu'il ne se souvient. Dal, c'est moi. Je suis sorti tôt. Bon comportement. Je sais que tu as bougé, mais je t'ai trouvé. J'ai trouvé la nouvelle école de Connor. Tu ne peux pas me cacher pour toujours. Dal a mis fin à l'appel et s'est assis tranquillement un instant, traitant ses informations. Puis il a parcouru ses contacts et a trouvé le numéro de Roy Pettigrew. Roy, c'est Dal. J'ai besoin d'une autre faveur. Quelle est la situation? Lisa est hors de prison. Elle a pris contact. Comment voulez-vous le gérer? Dal a regardé à travers les fenêtres de l'école tandis que Connor marchait dans un couloir, riant avec un nouveau camarade de classe. Son fils guérissait, construisait une nouvelle vie, apprenant à faire confiance à nouveau au monde en permanence, a déclaré Dal. Compris. Même terme qu'avant. Même terme. Elle menace mon fils. Elle a perfectionné son droit d'exister. Dal a mis fin à l'appel et a démarré la voiture. Il avait du travail à faire, des préparatifs à faire. Lisa avait eu toutes les chances de s'éloigner, de disparaître, de recommencer ailleurs. Au lieu de cela, elle avait choisi de revenir, pour menacer la famille qu'elle avait déjà trahie une fois. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle vivait ou mourait avec les conséquences. Alors que Dal se dirigeait vers son bureau, son téléphone bourdonnait d'un texte de Connor. Merci pour le nouveau départ, papa. Je t'aime. Dal sourit, le premier véritable sourire qu'il avait ressenti depuis des mois. Quoi qu'il en soit avec Lisa, quelles que soient les mesures qu'il devait prendre pour protéger son fils, tout cela en valait la peine. Connor était en sécurité, Connor guérissait et Connor était le sien. Le reste n'était que des détails. À l'extérieur, les nuages de tempête se sont rassemblés sur Norfolk Harbor,
et Dal Morrison a commencé à planifier un dernier hiver. C'est là que notre histoire touche à sa fin.